À la une de l'actualité, sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, la lutte contre la piraterie et les vols à main armée dans cette zone au centre des préoccupations les 24 et 25 juin prochains à Yaoundé. Journée internationale de la veuve ce 23 juin. Les veuves des corps habillés à l'honneur en Côte d'Ivoire. Elles ont reçu de nombreux présents. Culture du cacao dans la région du Bélier. Le Conseil Café Cacao encourage les producteurs à tabler sur la qualité pour tirer un meilleur profit de leur production. Bienvenue dans ce point de l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. Une nouvelle étape dans la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main dans le golfe de Guinée. Un sommet des pays qui partagent cette façade maritime va se tenir au Cameroun pour plancher sur la question. Le président Alassane Ouattara y prend part dès demain à Yaoundé. Jérôme Kofi Abola. Tous contre la piraterie récurrente depuis quelque temps dans le golfe de Guinée. Cette assertion, comme le cri de guerre des pays ayant en partage cette façade maritime qui ne peuvent que s'activer pour ne pas rester les bras croisés face à une situation pareille. Par conséquent, le sommet de Yaoundé qui s'ouvre ce lundi 24 juin 2013 dans la capitale camerounaise avec l'objectif de prendre ce problème à bras le corps compte énormément. Un sommet qui, on peut le dire, est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, aussi concernée par ce problème. De cette rencontre, effectivement, sera décidé de ce qui sera fait de façon commune dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Parce que, quoi qu'on dise, la piraterie maritime, de façon indirecte, a également des incidences sur le quotidien. Parce que autant les amateurs prennent toutes les précautions, autant effectivement les assureurs montent les enchères. Et une fois que l'assureur monte l'enchère également, l'amateur le fait répercuter sur les produits qui sont déchargés à nos ports. Donc de façon générale, au plan social, au plan économique, la rencontre a un intérêt réel pour notre pays et je pense qu'effectivement la présence du président de la République s'explique. La Côte d'Ivoire, qui en tant que pays participant, n'entend pas se rendre à Yaoundé sans faire des propositions concrètes quant aux mesures sécuritaires communes à adopter au cours de cette rencontre. C'est donc pour représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau que le président ivoirien Alassane Ouattara est attendu ce lundi dans la capitale camerounaise. Le chef de l'État ivoirien, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, et les représentants, notamment ceux de la CEEAC, entendez Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vont pendant 2 jours, les 24 et 25 juin 2013, examiner ensemble cette question de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée afin d'y apporter des solutions idoines à tout jamais. J-9 de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région des Savanes. Sur place, les préparatifs vont bon train. Les autorités locales invitent les populations à faire le maximum pour la réussite de cet événement dans leur localité. Alvarassa, sur place à Guiembé, dans le département de Dikodougou. Guiembé, commune de la région du Poro, se mobilise pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara en juin prochain. Le maire de la commune, Issa Koulibaly, certains cadres, le préfet de Dikodougou et les sous-préfets de la localité sillonnent depuis quelques jours les villages de la commune. Ils tiennent avec les populations des rencontres de sensibilisation. Nous attendons un événement majeur qui est la visite d'État que le président de la République va effectuer dans le district des Savanes et donc dans le département de Dikodougou. Et nous avons sollicité qu'il fasse escale à Guiembé. Nous avons bon espoir que cette requête va être favorablement accueillie et analysée. Et je voudrais donc demander dès aujourd'hui à l'ensemble des agents de la mairie de se mettre résolument à la disposition du sous-préfet pour, au niveau sous-préfectoral, au niveau communal, pour préparer minutieusement, méthodiquement cet événement. Les populations de Maro, Baron, Ouattaradougou, Kalaha, village de la commune de Guiémé, voudraient que le président de la République marque un arrêt dans leur commune pour lui dire merci, merci pour sa contribution au développement de leur localité. Montagne, danse traditionnelle et faune, des atouts touristiques de la région du Poro. Alvarassa nous propose une visite sur place.
Korogo, la capitale de la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire, est une ville touristique. La cité a revêtu de nouveaux habits avec le bitumage de ses rues et l'éclairage des quartiers de la commune. La commune de Korogo est dans une cuvette entourée de montagnes. La plus célèbre et la plus grande de ces montagnes est le mont Korogo. Au sommet de cette montagne ou à mi-parcours, vous avez une vue agréable de la cité du Poro. À côté des montagnes, véritables atouts touristiques, il y a les danses traditionnelles. Le boloy, le balafon, le fonambège ou la danse du forgeron par exemple. Ici, au niveau des danses traditionnelles, vous pouvez être servi. Ce n'est pas le cas côté restauration. Mais ce vide se rattrape progressivement avec des restaurants qui font la fierté de Korogo. Les viandes de brousse, il y a biche, agouti, potépic, toutes les viandes de brousse qui viennent en prépare. Maintenant les sauces, aubergines, djumblé, arachide, gnagna, avec gombo frais. Bon, souvent aussi on fait gogwassou. Les repas sont bien appréciés par les touristes et la population locale. Chaque midi, je suis chez Hortense parce qu'elle prépare bien. Quand je mange chez elle, je me sens très à l'aise parce que comme si j'étais à la maison. Visiter la région du Poro dans le nord de la Côte d'Ivoire est donc un véritable plaisir et vous y êtes invité. Retour à Abidjan. Quelles sont les préoccupations des corps diplomatiques en Côte d'Ivoire et quelles solutions pour y remédier? Question principale au menu de la 5e réunion du décanat. Les explications avec Honorine Igori. Les échanges ont porté sur le rôle des parlementaires ivoiriens dans le processus de réconciliation, eux qui ont été mandatés par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, d'être des relais auprès des populations. Du problème de l'embargo, des réfugiés, du foncier rural, de la sécurité et des récentes élections municipales et régionales, il en a été question au cours de cette rencontre. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Claude Beckett-Dassy, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a rassuré l'Union des parlementaires internationales du bon fonctionnement de la sécurité et du Parlement. Il a saisi l'occasion pour inviter ses hôtes à œuvrer auprès des Nations Unies afin de lever l'embargo sur les armes qui planent sur la Côte d'Ivoire depuis 2004. Pour l'Union des parlementaires internationales, l'action du ministère des Affaires étrangères est déterminante dans la réconciliation et la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Selon cette union, la Côte d'Ivoire a la caractéristique d'être l'un des pivots diplomatiques de l'Afrique. C'est pourquoi ils ont démarré leurs activités dans ce ministère. Face à face, acte 2 entre le gouvernement ivoirien et l'opposition. Demain, lundi, marque la reprise du cadre de dialogue permanent. Alexis Ouedraogo. Reprise du dialogue entre l'opposition et le gouvernement ivoirien à l'horizon. Ce lundi, la plateforme du dialogue instituée par le gouvernement depuis avril 2012 devrait être réactivée. Bon point pour cette reprise, 9 partis membres du Congrès national de la résistance pour la démocratie ont indiqué dans le courant de la semaine vouloir prendre part aux rencontres. Plusieurs aspects tels que la sécurité, le retour des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo et la récomposition de la commission électorale indépendante devraient être abordés. Les précédentes rencontres avaient connu certaines avancées, mais quelques points de blocage. Le gouvernement, cette fois-ci, se dit positif et optimiste. Il affiche sa volonté à voir le pays réconcilié. La rencontre devait être placée sous le signe de l'ouverture. Voilà, optimisme et ouverture sont de mise pour cette reprise des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Elle aussi est optimiste quant au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation fait un bilan provisoire de ses actions sur le terrain. Doigt des lasers. Après les consultations nationales, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation va entamer bientôt une phase de consultation qualitative dénommée la consultation communautaire. Selon le porte-parole de cette institution, Franck Kwasi Sran, ce mode de sensibilisation à la paix et à la réconciliation devra permettre d'accélérer le processus de consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'entame de la phase qualitative de consultation nationale dédiée au dialogue communautaire nous donne l'occasion d'indiquer aux populations
que sur les 6 activités principales fixées au tableau du plan d'action opérationnel de la Commission, 3 ont quasiment été exécutées, en attendant la phase qualitative en cours. Il reste donc 3 autres à mener. Il s'agit 1. Des auditions des victimes immédiatement suivies des enquêtes, 2. Des audiences publiques et 3. De la rédaction en cours suivie de la remise du rapport final au chef de l'État. Cette activité se fera en prélude au lancement de la commission mémoriale présidée par le président de la CDVR pour rassurer et installer définitivement un climat de confiance entre tous les acteurs. Et du 28 mai au 16 juin dernier, plus de 300 personnes ont été formées à la technique de prise de déposition ainsi qu'au plan d'accompagnement psychosocial dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Diokwe, Bondoukou, Bouaké et Daloa. Ce projet de formation va s'étendre aux autres localités du pays en vue du renforcement des capacités des commissions locales de la CDVR et des plateformes de société civile qui œuvrent pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La journée internationale de la veuve, c'est aujourd'hui 23 juin. Selon l'ONU, sur 245 millions de veuves dans le monde, plus de 115 millions vivent dans une extrême pauvreté. En Côte d'Ivoire, les veuves des forces de l'ordre ont été célébrées. Victorine Yaoyoboué. Elles sont estimées à plus de 245 millions dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'on ne connaît leur nombre exact. Mais une chose est sûre, le nombre de veuves a fortement augmenté dans le pays ces 10 dernières années à cause des conflits armés. Les personnes les plus touchées sont les compagnes de militaires qui se retrouvent sans soutien avec leurs enfants. À l'occasion de la célébration de la 3e journée internationale de la femme, le gouvernement s'est montré solidaire avec ces femmes en leur offrant la somme d'1 million de francs CFA et 250 complets de pagne. Un acte pour leur dire que l'espoir est toujours permis. Je prends l'engagement que la rentrée scolaire prochaine ne sera pas celle que vous avez vécue avec vos enfants pour la rentrée 2012-2013. Le ministère de la Solidarité proposera très bientôt des projets à Monsieur le ministre de la Défense afin que vous soyez des femmes dignes, des femmes libres, capables de prendre vos familles en charge, vos enfants en charge, d'exister et d'être à nouveau heureuses et pourquoi pas de vous remarier parce que vous êtes encore toutes belles. Les veuves souhaitent aussi être accompagnées dans les démarches administratives pour bénéficier de la pension de leur défunt mari. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a insisté sur l'importance du mariage pour les militaires, car c'est selon lui le meilleur moyen pour eux d'offrir une protection sociale à leur famille. Défendre les droits et préserver la dignité des travailleurs touchés par le VIH-Sida, c'est l'objectif premier de la politique nationale de lutte contre le VIH au travail. Elle vient d'être mise en place et c'est le fruit d'une synergie entre le ministère de l'Emploi et celui de la Santé. Reportage Honorine Anigori. Le VIH-Sida constitue un problème de santé publique majeur. Conscient qu'il est devenu une grave menace pour le monde du travail, le but de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et la productivité des travailleurs afin qu'ils continuent d'apporter leur contribution à l'économie nationale et à la société. Il s'agit par l'adoption de cette politique nationale du travail de protéger les travailleurs par des programmes globaux de sécurité et de santé au travail. Surtout que la vision commune de tous les acteurs de la lutte contre la pandémie du sida et le gouvernement ivoirien est de relever le défi du point 6 des objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015. Dans la population générale, le taux de prévalence est à près de 4%. Nous connaissons le problème de certaines travailleuses de nuit. Des études qui ont été menées montrent que près de 30% des professionnels de santé, par exemple, ont déjà été piqués par une aiguille souillée. La pauvreté est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque pour le sida. Pour les travailleurs, c'est un pari qui vient d'être gagné. Le travailleur n'a pas demandé à être contaminé, il a droit au travail. Et en demandant un test du VIH-Sida, on bafoue vraiment son intégrité physique et c'est pas normal. Il y a la discrimination, il y a la stigmatisation et il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. Et avec cet instrument, nous allons vraiment
protéger nos camarades. La vision du gouvernement de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida est de stopper la progression du VIH-Sida, d'inverser son évolution, d'éviter qu'un enfant naisse infecté par le VIH et d'atténuer son impact sur les populations pour le développement harmonieux du pays et le bien-être de tous. Parlons économie, l'intégration et l'assainissement des finances publiques, principaux points à améliorer pour atteindre l'émergence de l'Afrique en 2050. C'est ce qui ressort du 4e Forum des marchés africains émergents d'Abidjan. Victorine Yaoyoboué. Des économistes comme Michel Kandessu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, FMI, projettent que le continent africain, qui participe à moins de 2% au commerce mondial aujourd'hui, représentera 9% des échanges commerciaux en 2050. Il ajoute toutefois que tous les États africains n'atteindront pas l'émergence. Seuls les États qui auront maîtrisé leur démographie auront obtenu une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui réduit la pauvreté et contribue au bien-être de l'ensemble de la population, deviendront émergents. Là-dessus, économistes, politiques et sociologues, tous participants au 4e Forum des marchés émergents sur l'Afrique, sont du même avis. Mais comment y arriver? Là, les avis sont partagés. L'émergence, c'est notre capacité à participer aux échanges mondiaux, c'est-à-dire que nous ne sommes plus là pour exporter le café, le cacao brut, nous ne sommes plus là pour extraire le fer à l'ouest ou l'or au nord et puis exporter en l'état. À la suite des défis que nous avons relevés, et ces solutions autour de la compétitivité, l'inclusion. Certains secteurs en Afrique se prêtent à cela, notamment le secteur agricole, et puisque à travers le secteur agricole, près de 70% de la population, à la fois rurale et urbaine, peuvent avoir du travail. Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, pense lui que l'Afrique doit finir avec la rhétorique pour poser des actes concrets. Par exemple, lutter contre l'évasion fiscale qui spolie chaque année l'Afrique de 60 milliards de dollars, soit 30 000 milliards de francs CFA selon les économistes. La réalisation de la vision Afrique 2050 impose aux dirigeants africains des mesures vigoureuses à l'effet d'assainir les finances publiques et d'améliorer la gouvernance fiscale. Les pays africains dans leur ensemble devront rechercher la coopération avec le reste du monde en vue d'une lutte concertée contre l'évasion fiscale. En 2050, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. L'intégration africaine, soutenue par l'alternance politique, la bonne gouvernance, la transformation des matières premières, l'autosuffisance alimentaire et un emploi décent pour tous, constituent la clé du développement à visage humain qu'on appelle émergence, tant espérée par le continent africain. Développement économique toujours, cette fois dans le domaine du commerce en Côte d'Ivoire. Le salon de la franchise a refermé ses portes. Il en ressort l'idée de mise en place d'un cadre de collaboration et d'échanges commerciaux entre entreprises ivoiriennes. Objectif, faciliter la vente des produits locaux sur le marché national et international. Doigt des lasers. Le salon de la franchise à Abidjan. Cette plateforme d'échanges commerciaux et de collaboration entre les entreprises est initiée par le COA, Centre international d'opportunités d'affaires d'Abidjan. Olivier Gass, père fondateur de la franchise française, invite les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise à s'approprier cette nouvelle forme de partenariat afin de vulgariser la vente en réseau de leurs produits. La franchise, c'est un système qui permet à deux entrepreneurs, l'un plus important que l'autre, par un accord particulier, de travailler ensemble pour conquérir des parts de marché avec un produit original ou un produit en tout cas qui plaît aux consommateurs. Pour un pays comme par exemple la Côte d'Ivoire, c'est de permettre à des entrepreneurs de talent qui ont des idées et qui ont envie de faire quelque chose avec ce qu'ils ont. Quand ils ouvrent leur point de vente, eh bien, ils embauchent des vendeuses. Ils embauchent des managers, ils embauchent des cadres. Donc bien sûr que plus il y a de franchises, plus il y a de création d'emplois. Bonne affaire pour les promoteurs de produits naturels ivoiriens. Ils sont très contents de voir qu'en Côte d'Ivoire, quand même, il y a
des initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, si vous avez besoin du miel, vous savez à qui vous adresser. Donc nous conseillons à tous les Ivoiriens, à toute personne qui ne connaît pas encore les vertus du miel, de le consommer. Pendant 2 jours, le Salon de la franchise d'Abidjan a été l'occasion pour les hommes d'affaires ivoiriens de partager leurs expériences dans divers domaines d'activité. Elle vient de s'achever en Italie, la 38e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Pour la Côte d'Ivoire, il est question de sécurité alimentaire et de nutrition. Hugues Hervé Blé, envoyé spécial en Italie. Sur l'agenda du ministre des Ressources animales et halieutiques à Rome, plusieurs rencontres. 2 ont été consacrées aux instances dirigeantes de la FAO, notamment au directeur général adjoint chargé des pêches et de l'aquaculture, Arni Mathiesen. Avec lui, tout comme avec Graciano da Silva, le directeur général de l'institution, il a été question d'appui à la relance des activités des petites et moyennes entreprises du secteur de l'aquaculture, de mise en place de stratégies régionales de réduction des pertes post-électorales et de prise en compte de la Côte d'Ivoire dans les initiatives de l'Union européenne. Ces rencontres du ministre Kobena Kwasi Adjumani ont permis d'inscrire la Côte d'Ivoire sur différents projets. Mais avec les orientations que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a données à chacun de ses ministres, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions produire beaucoup, faire de l'élevage intensif pour être autosuffisant en protéines animales, nous ouvrir aussi à l'extérieur à travers, par exemple, la mise en place d'une politique aquacole pour ne plus dépendre de l'extérieur. Et nous avons parlé aussi de la riziculture qui aujourd'hui constitue un atout pour la Côte d'Ivoire parce que nous avons des terres propices pour faire donc du riz. La coopération dans le domaine des ressources animales et halieutiques, il en a aussi été question avec le ministre de l'Agriculture de l'Italie et la ministre capverdienne de l'Agriculture et du Développement rural. Au ministre Kwasi Adjumani, qu'il a rencontré, le ministre français de l'Agriculture Stéphane Le Foll a exprimé la volonté de la France de s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour la réalisation de centres de stockage dans la sous-région ouest africaine en vue d'une utilisation durable des produits de l'agriculture et de la pêche. Voilà, le reportage de Hugues Hervé Blé a été commenté par Landry Ponou. Retour en Côte d'Ivoire, le Conseil Café-Cacao soutient la cacao-culture dans la région du Bélier. Il vient de tenir une rencontre avec les producteurs. Ces derniers ont été encouragés à miser sur la qualité pour tirer un meilleur profit de leur production. Eugène Atoubé. Durant 2 jours, experts de la filière café-cacao, chercheurs, producteurs venus au nom de leur coopérative, initiateurs du projet baptisé Yanovel, se sont accordés sur les solutions adéquates dans la perspective d'améliorer la productivité du café et du cacao dans la région du Bélier. Il y a la volonté des producteurs de voir leur parcelle passer d'une productivité de 400 kg à 2 tonnes à l'hectare, pourquoi pas. Et nous avons les semences qu'il faut à travers le CNRA. Il suffit maintenant de leur donner la formation adéquate. Je pense qu'avec un bon encadrement, on pourra connaître un succès à ce projet-là. Et pour les moyens financiers qui permettront de réaliser cette ambition, Augustin Thiam, gouverneur du district de Yamoussoukro, a sollicité le partenariat d'un industriel du domaine du café et du cacao, avec pour résultat le projet Yanovel, aujourd'hui en cours d'exécution. Notre ambition, c'est qu'avec l'ensemble des partenaires au développement de la filière du café-cacao, avec à sa tête le Conseil du café-cacao, arriver à travers une amélioration de la productivité, à améliorer le rendement de la région et donc le bien-être des populations concernées par la culture du café-cacao. Le projet Yanovel, pour l'heure, est circonscrit aux vastes plantations de Tomboucro dans la région de Yamoussoukro. À terme, il s'étendra au département d'Atiéguakro, Tiébissou, Lidievi et Toumodi qui composent la région du Bélier. Le district de Yamoussoukro fonde beaucoup d'espoir dans ce projet pour lequel les jeunes sont invités à y adhérer. Selon le district, Yanovel est une contribution à la réduction du taux de chômage dans la région du Bélier.
Plus de 198 milliards de francs CFA de pertes enregistrées par l'État, rien qu'en février 2013 dans le secteur du bois. Un accord pour mettre fin au commerce frauduleux du bois et à la destruction de la forêt ivoirienne est sur la table des négociations, et cela entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Francis Boifo. Cette visite de terrain de la délégation de l'Union européenne et celle de la Côte d'Ivoire marque le démarrage effectif des négociations de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux APV FLECTA. Selon le négociateur en chef de l'État de Côte d'Ivoire, les différentes rencontres organisées en partenariat avec l'Union européenne depuis l'adoption de l'accord il y a 10 ans s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des négociations. Les acteurs identifiés et la feuille de route adoptée restent la mise en œuvre des différents programmes devant aboutir à la signature de l'accord commercial bilatéral en 2017. 13 thématiques seront déroulées au cours de la session de négociation qui se décline en session technique et en session de négociation formelle. Les sessions formelles sont en quelque sorte des sessions de validation de tout ce qui a été dit au cours des sessions techniques entre les deux parties. Il est clair, nous avons une feuille de route interne à la Côte d'Ivoire qui va être déroulée par le comité technique de négociation. L'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, s'il est signé, permettra d'améliorer la gouvernance forestière de la Côte d'Ivoire et de lutter efficacement contre le commerce frauduleux du bois. Ce commerce, il faut le rappeler, a fait perdre à l'État ivoirien plus de 198 milliards de francs CFA à la date de février 2013, selon les responsables du ministère des Eaux et Forêts. La forêt, elle, est passée de 16 millions d'hectares dans les années 60 à moins de 3 millions aujourd'hui. Sport pour terminer, la CAN Rugby Zone C a démarré ce matin à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a battu la Zambie par le lourd score de 77-3. Le prochain match ivoirien est prévu mercredi prochain face à l'île Maurice. Le ministre des Sports Alain Lobognon, l'honorable Akawele représentant le parrain Soro Guillaume ainsi que les autorités du district de Yamoussoukro étaient tous aux côtés de la fédération et des 6 délégations qui animent la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15, zone 1C. Il faut dire que la Côte d'Ivoire attendait ce moment depuis un bon moment. C'est l'occasion pour passer dans le groupe B qui va nous ouvrir les portes à la Coupe du Monde. Je pense que la Côte d'Ivoire a une équipe. Sur le terrain, Côte d'Ivoire-Zambie. Un chipolo-polo restant un chipolo-polo pour les éléphants, les représentants ivoiriens sont sur leur garde. Soudés et déterminés, ils s'offrent les 3 premiers points de la partie. Réponse immédiate des Zambiens sur une action similaire. Agacé par cette égalisation, Yann Laoré entame un sprint sémant adversaires et partenaires pour réussir un essai transformé par Oulouma Jean-Maurice. Le premier d'une série de 10, dont 9 transformés, qui rapportent au total 68 points, ajoutés à 3 pénalités. Résultat des courses, 77-3 pour les éléphants. L'autre rencontre a opposé plutôt le Maroc au Petit Poussé de Niger. Le même score de 77-3 a été infligé aux Nigériens par des Marocains frustrés par leur récente descente dans le groupe C. Le deuxième match de la Côte d'Ivoire sera face à l'île Maurice lors de la 2e journée, mercredi prochain. C'est la fin de ce journal. À demain 6h30 pour d'autres informations. Excellente fin de soirée sur RTI 1.